oui, il n'y a pas que les chiens qui s'amusent et se promènent dans ce jardin des Tuileries. Tout Paris aime à s'y rencontrer. C'est sans compter sur les touristes du monde entier qui viennent ici se prendre en photo dans ce cadre absolument splendide. Depuis que la reine Catherine de Médicis a transformé cette ancienne fabrique de tuiles en jardin royal, on s'y presse en toute saison. Ce jardin, c'est un immense poumon vert encerclé par le Louvre, la Concorde, la Seine et la rue de Rivoli. Une rue prestigieuse, agitée, un peu bruyante, mais qui cache un Paris encore authentique. Allez, vous êtes prêts pour une balade côté cour, côté jardin? Andiamo, comme aurait dit la reine Catherine. Un quartier cosmopolite qui accueille dans ses grands palaces bordant le jardin une clientèle souvent anglophone. Et bien ici, ils vont apprendre à tartiner correctement leur scone. Si vous le twistez, normalement, il doit s'ouvrir d'un coup. Ah, pas de couteau. Pour ce qui est de choisir des lunettes, laissez-vous guider par Yvan, grand amateur de montures précieuses, en or, en écaille, en corne de buffle. Bon, je vais mettre mes lunettes quand même, parce que je regarde le prix quand même. Ah oui, c'est un vrai bijou. Frédéric Gersal est aux aguets dans le jardin des Tuileries où certaines expressions prennent tout leur sens. Les midinettes. Vous vous souvenez de ce terme? Oui, bien sûr. Oui. Alors vous savez que c'est né ici. Terminez la joaillerie de papa. Chez Annette, la tradition française rencontre la technologie de pointe. J'ai vu sortir des femmes ici dans la cour avec la main comme ça, dansant. Mais c'est quand même dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes. Et ce n'est pas la famille Dalle qui vous dira le contraire. Allô? Bonjour. Pour bien commencer la journée, sans se ruiner, Yvan va prendre son café au petit bar. Seul vestige du Paris des années 60, dans ce quartier où le chic est la règle. Bonjour. Comment ça va Hubert ce matin? Un petit café pour moi? Ah, quand même, on arrive. Bonjour. Ouais, bah oui, Quand même. On entend quand même. Faut se réveiller le matin. Alors, on est PSG ou pas? C'est vrai que le patron, il est très PSG. Assez, on va dire. Vous ouvrez à quelle heure? À 6h30. Ah oui. Ah oui, bah oui. Attendez. Et qui c'est qui est Moi, derrière la porte à c'est 6h30? C'est monsieur. Premier- Ah, t'es déjà là, toi? Premier client, Ah oui, il est j'habite collé- en haut. il est collé à la vitrine. C'est moi le premier qui arrive. Non, mais parce qu'il habite en face, hein, c'est pour ça. Après, C'est qui les clients du matin alors? Bah, il y a les ouvriers, il y a Les les chauffeurs. chauffeurs, les gens des hôtels, quelques Les touristes, employés autour. les employés par là. Alors, raconte-moi, l'histoire du lieu. Oui. C'est ta famille qui a acheté? Comment ça s'est passé? Ici, ça fait très longtemps qu'il y a un café. Ça fait au moins peut-être 100 ans qu'il y a un café. Et bon, mes parents sont arrivés en 1966 ici. Voilà. Mon père était monté à Paris, comme ils disent, en 55. En arrivant, il a fait le charbon. Après, il a fait garçon. Ils ont acheté le petit bar et puis voilà. Ici. Voilà, ici. Le bar était comme ça? Ah oui, rien n'a changé. C'est pour ça, il n'y a que les clients qui ont changé, pas tous. Mais sinon, le reste n'a pas changé. Et pourquoi vous n'avez pas voulu changer? Ben parce que c'est un repère. Il y a des gens qui y reviennent 15 ans après. Ils sont contents de reconnaître un lieu parce qu'ici, ça change. Ici, tout a tellement changé qu'en fin de compte... Vous êtes un repère, c'est ça? Voilà, c'est ça, on est un repère. Et vous avez dû être sollicité quand même, on a dû vous faire des propositions pour vous racheter et tout ça, non? Ben bon, il y a des gens qui... Ben bon, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, c'est pas mal non plus. C'est bien gentil, ça fait partie de nous. Moi, je suis né dans le bistrot. Hein. Comme c'est un quartier un peu mode et luxe, Ouais. est-ce qu'il y a des mannequins de temps en temps? Non, pas de mannequins, non. Pas... Non, Ils vont pas jusque-là. Ils mangent pas. Non, mange pas traditionnellement. Non, mais Un c'est petit que salé bon, aux lentilles c'est pour, vrai que mange pas, les filles, elles mangent pas, quoi. Ça va Marie? Ben Marie, elle va bien, oui. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Au midi, on mange des rôtis de veau avec des macaronis. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour des tomates, salade de tomates. Elles viennent d'où ces tomates? Les tomates, elles viennent du jardin. Elles sont belles. Hein? Je peux toucher? Et elles sont bonnes, hein? Elles sont bonnes? Bah tant mieux. Vous les faites comment, vous, les tomates? Ben avec la vinaigrette que j'ai préparée, là. Ah! La Tout vinaigrette, simplement. Et tous les jours, vous venez ici? tous les jours. Ouais. Depuis combien de temps? 51 ans. Un demi-siècle.
avec votre mari. Voilà, Et vous avez travaillé tout le temps. tout le temps. Et je travaille encore, je ne peux pas me passer de travailler. Je suis pas normale parce que il faut que je travaille, sinon je m'ennuie. Ah, bah oui. Bon, je vais vous dire au revoir, Marie. Je vous laisse faire votre ça y est, salade de c'est fini tomates. Bah oui, il faut que je continue ma petite balade dans le quartier. Ah ben Il y oui, a quand tellement même. de choses à hein. voir. On n'est pas tout seul, hein. Allez, Il y a les voisins. à hein. bientôt. À bientôt, merci monsieur. Bonjour Annette. Bonjour Yvan. Ça va? Oui. Et toi? Ben oui. Alors, toujours fidèle? Ah bah oui, je viens tous les matins prendre mon petit café. Je commence ma journée comme ça. C'est une adresse quand même un peu incontournable quand on est dans le quartier. Et rare. Et ici, c'est authentique. Oui, ici Voilà. c'est vrai. C'est pas vrai, du fake. C'est vrai, voilà, exact. Toi, t'es arrivée ici parce que tu fais un métier particulier. Ah oui, je suis joaillière plasticienne. Et bien sûr, quand tu travailles dans le monde de la joaillerie, le rêve, c'est d'être installé à côté de la place Vendôme. Et tu me montres ton atelier? Bah, bien sûr, on y va? Allez, on y va. Salut les garçons, salut. Salut, à plus tard. Merci. C'est juste là? Ah bah oui, c'est tout près. C'est une belle cour parisienne. Oui. Regarde, Ah, je dis c'est mon oasis. Mais Après oui. tout le brouhaha de la rue, arriver ici, c'est un vrai bonheur. c'est de la Méditerranée là, ce sont des oliviers Oui. ça ou pas? Voilà, ce sont des oliviers, on a des camélias. Dis-moi, pourquoi les joailliers se sont installés ici? C'est historique? Ah ça, c'est une longue histoire. Je pense que ça a commencé avec François Ier au XVIe siècle. Il a fondé les joyaux de la couronne, qu'on appelle D'accord. aussi les diamants de la couronne, ce qui a donné beaucoup de travail aux artisans qui se sont installés dans le quartier et ce savoir-faire de la joaillerie s'est développé en France. Du coup, en fait, les joailliers se sont déplacés du Palais Royal pour aller vraiment avoir pignon sur rue, place Vendôme. Donc, tu vois, c'est une très vieille C'est histoire. une vieille histoire, oui. Ouh, tu as déjà sorti des bijoux. Oui, j'ai fait venir aujourd'hui exprès quelques bijoux parce que tu sais, normalement, j'en ai pas sur place. Je te laisse regarder. Mais quand tu commences un rendez-vous pour la fabrication d'une bague, ça commence ici, par un entretien. Oui, je tente de savoir quelles sont les facettes de la personnalité de la femme qu'elle souhaite voir reflétées par son bijou. Donc on va faire des petits exercices qui me permettent de traduire ça en code visuel et transposer ça dans un objet. Je suis ravie quand les pièces partent, quand elles commencent à vivre leur vie, parce que porter sur des personnes, c'est très différent. Tu vois, regarde, je te montre une bague comme ça, et puis une fois sur le doigt, c'est là qu'elle va prendre vie. Oui, donc la main, le doigt, la forme, la couleur de la peau, tout ça, ça compte dans la création Oui, d'un bijou. et quand je livre un bijou, quand je vois la joie de la personne, c'est super. Regarde, on commence par un bloc en cire comme ça. D'accord. Et après, c'est de la sculpture. Donc, on utilise la scie déjà pour sortir une forme. On utilise des limes. Et ça, c'est quoi? C'est la fraise du dentiste, ça? Oui, un peu plus gros. Et ça fait aussi le même bruit. En fait, j'utilise un outil comme ici. Je vais enlever des toutes petites parties. D'accord, tu vas finaliser le bijou. Voilà. Et ça sert à quoi alors, cet ordinateur, avec ce programme, Oui. le CAO, de conception assistée par ordinateur? Oui, parce qu'une fois que tu as le dessin, alors qu'est-ce que tu vas faire? Il faut quand même avoir l'objet en 3 dimensions. Et nous commençons toujours par un objet en cire. Donc tu as vu déjà la façon traditionnelle de sculpter la cire. Et sur l'ordinateur, nous pouvons donc avec des programmes concevoir des objets qui peuvent être envoyés par email dans des endroits où il y a des imprimantes 3D dont tout le monde parle. Ah d'accord, donc ça va être imprimé en 3D, Oui, une fois que ça sera validé par toi. exact. Et puis ce que je vais recevoir, toi, c'est des cires, c'est très D'accord. très fragile. Le bijou, en gros, il existe. On voit ce que ça donne. Voilà. Mais bravo Annette. Merci Bah, pour je cette t'en prie. découverte. Bah, merci à toi de venir.
d'être venu. À bientôt, Annette. À bientôt. Retour sur le devant de la scène, côté Rivoli. Sous ces arcades centenaires, quelques maisons de prestige où l'on fait parfois la queue pour prendre un chocolat. Des hôtels de grand luxe qui accueillent le monde des affaires et celui de la mode. Dans cette rue embouteillée, la rue de Rivoli, qui porte le nom d'une victoire napoléonienne, Yvan longe sans souci les Tuileries sur une longue piste cyclable. Mais aux portes du jardin, il tombe le vélo pour sa rencontre avec l'histoire. Frédéric, Oh, Yvan. qu'est-ce que vous faites avec ce magazine de alors- jeunes filles des années 50? Attendez. Vous refaites votre garde-robe? Non, je suis en train d'essayer de voir s'il existe encore ce qu'on appelait les midinettes. Vous vous souvenez de ce Midinette, terme? Oui, bien sûr, oui. Alors vous savez que c'est né ici. Où ça, dans le jardin des Tuileries? Absolument. C'est les jeunes filles qui venaient du faubourg Saint-Honoré, qui travaillaient dans les maisons de mode, les maisons de haute couture. Ah, il y en a beaucoup dans le quartier. Ben voilà, c'est pour ça. Et elles venaient à l'heure du déjeuner manger ici. Elles faisaient Oui. dinette le midi. Ah, c'est ça. Midinette. En dehors de midinette, on a aussi côté cour, côté jardin. Vous savez, ce sont des termes qu'on utilise au théâtre. Oui. C'est né ici, à une époque où la Comédie Française, qui cherchait une salle, s'est retrouvée dans le Palais des Tuileries. Et du coup, d'un côté, il y avait la cour des Tuileries et de l'autre côté, il y avait le jardin des Tuileries. Jardin, cour, c'est les noms qu'on a donnés aux deux côtés de la Seine. Pourquoi? Parce qu'auparavant, on avait le côté du roi, côté de la reine, qui devenait très impopulaire, surtout un peu plus tard, au moment de la Révolution. Alors JC, quand vous regardez la Seine, quand vous êtes spectateur, vous avez Donc, J, à gauche. c'est facile, jardin, cour. Cour. Donc JC, ça vous donne, suivant ce que vous croyez, Jésus-Christ pour ceux qui veulent, Jacques Chirac si vous préférez. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu celui-là. Ou alors Julien Clerc, j'ai pensé à Julien Ah oui, Clerc. Julien Clerc, c'est pas mal. Ah oui. Ma préférence. Ah non, je vous aime. Ah, vous connaissez la chanson. Et on va le voir ce jardin parce qu'il est quand même magnifique. On va pas rester autour de ce bassin. Alors, on va voir y va ça. Allez. Et tout ça, on le doit à deux personnages principaux, personnages historiques. C'est Catherine de Médicis, maîtresse d'œuvre, Oui, bien sûr. et André Le Nôtre, qui va arriver quelques années plus tard. jardinier. Frédéric, ce jardin, c'est aussi une grande galerie d'art. À ciel ouvert. Oui. Mais oui, on ne peut pas Ouais. dire autrement quand on voit toutes ces sculptures qui nous entourent. C'est une vraie volonté de la reine dès le début. Dès le début. Pourquoi? Pour aider évidemment les artistes de son époque et puis surtout donner de l'ampleur à ce qu'elle va faire construire ici même, sur ce terrain. Mais qu'est-ce qu'elle a fait construire ici même Un sur ce terrain? palais, monsieur. Ah, carrément, un Ah palais. oui, Bah mais oui. pour elle, elle se fait construire le palais des Tuileries qui vient fermer la perspective du Louvre, qui venait fermer la perspective Le du palais Louvre. bien loin. Non. Et qu'est-ce qu'on trouve en creusant pour les fondations? On trouve des morceaux de tuiles, mais plein de morceaux de tuiles. Ah, d'où le nom des Tuileries. Et voilà. Qu'est-ce qu'il est devenu ce palais? Il n'y a plus rien? Ah, il a brûlé. Brûlé en 1871, au lendemain de la guerre Commune. Un brasier terrible. Les communards ont mis le feu au palais. Et impossible de l'éteindre. Oui, mais ce jardin, c'est qui Ah. ce jardin? Alors ça, ce jardin, on le doit à la famille Le Nôtre. Ça vous dit quelque chose, la bah famille oui, le nôtre, bah oui. Alors, Dédé. vous connaissez Dédé, vous? Bah oui. C'est-à-dire Dédé, André, tout le le monde connaît Dédé jardinier ici. de Louis XIV. Donc, il faut savoir que son père, Jean, son grand-père, Pierre Le Nôtre, étaient tous les deux jardiniers, notamment pour la reine Catherine de Médicis. C'est une dynastie de Une jardiniers. dynastie de jardiniers. Voilà pourquoi ils ont créé ce jardin. Et André Le Nôtre, lui, qui nous surveille. Ah, il est là. Ben oui, il nous surveille. Lui, il a créé ses perspectives. Il était l'élève de Simon Vouet, le peintre, donc il sait l'art de la perspective. Et c'est ce qu'il applique dans ses jardins, ici. Mais vous avez toute la liste, auteur de ce jardin, de ceux de Versailles, Chantilly, Saint-Cloud, Meudon et des plus beaux parcs de France. Vous savez qu'il y a un lieu absolument incroyable, c'est le Jeu de Paume, qui est juste derrière. Là aussi, c'est... Ah oui, On s'en fait un petit? ah ben, Hein? Allez hop. allez, vas-y. Ah! Mince! Ah, bah Encore voilà. lifté. Bon, je vous laisse y aller. Je reste Hein avec André. Oui. Bon, bah, je Allez, vais par en là. route, Au c'est revoir. parti. Allez. Je cours, hein, je m'entraîne un peu. Toujours à la bourre, toujours à la bourre. Salut André. C'est donc ici que Napoléon III et toute sa famille aimaient à taper la baballe. Mais avec la mode des cours de tennis en plein air, l'empereur a transformé ce lieu en musée. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ce grand bateau blanc est dédié aux expositions photos et aux arts numériques.
L'histoire de ce lieu est intimement liée au quartier. Et il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis occupaient la rue de Rivoli et les dignitaires étaient logés à l'hôtel Meurice. Et ils se servaient de cet endroit du Jeu de Paume pour entreposer les œuvres d'art spoliées avant qu'ils soient expédiés en Allemagne. Une grande partie de la collection a été sauvée grâce à une femme qui a répertorié de façon clandestine les œuvres d'art. Cette femme, c'est Rose Valland et c'est une véritable héroïne. Le long des arcades, ou sous les arcades, la vie autour des Tuileries semble à l'abri des intempéries. Yvan fait du lèche-vitrine en toute décontraction. Tous les rez-de-chaussée ont été construits pour accueillir des boutiques. Et plus on approche du faubourg Saint-Honoré, plus les prix grimpent. Dans l'étourdissant choix de produits de luxe, Yvan a un petit faible pour les lunettes. Bonjour Yvan, bienvenue. Bonjour Jean-Manuel. Bienvenue chez Meyerowitz. Je vous en prie. J'ai un petit souci de lunettes. Voilà, ma branche qui bouge pas dans le bon sens. Je suis au bon endroit. Je crois que c'est une grande maison et c'est une bonne maison. Alors c'est une ancienne maison. Les lunettes Meyerowitz sont faites en France avec nos dessins et notre style. Ça veut dire qu'on peut me faire des lunettes sur mesure. Nous si pouvons vous réaliser très facilement des lunettes sur mesure. Nous les dessinons ensemble et à partir de là, nous réalisons un prototype et nous choisissons la matière que vous préférez pour la réalisation finale. Alors les meilleurs matériaux, c'est quoi? C'est l'écaille de tortue? Alors l'écaille de tortue, c'est le summum. Ah, c'est le summum pour un lunetier? C'est le nec plus ultra parce que c'est vraiment la matière du 19e siècle. On travaille avec un stock très ancien. Ça, c'est de l'écaille de tortue? Ah oui. Alors moi, je vois pas trop la différence avec ça, par exemple. Ça, c'est quoi? C'est de l'acétate, c'est ça? Là, vous êtes avec de l'acétate, imitation d'écaille. Donc là, vous avez la vraie, là, vous avez l'imitation. Mais une belle imitation. Oui, hein. oui. Non, c'est chic, ça, oui. Et portez-la, vous allez voir le confort. Ah oui. C'est beaucoup plus léger que de l'acétate. En même temps, bon, il n'y a que moi qui sais que c'est de l'écaille de tortue. C'est ça, le grand chic, non? Mais c'est le vrai luxe. C'est pour vous. Le fin du fin dans la finesse, la légèreté. Celle-ci est donc en or massif. Ah oui, c'est un vrai bijou. Ah, c'est un vrai bijou, oui, tout à fait. C'est-à-dire, les branches, là, c'est Les de branches l'or. sont en or, les charnières sont en or, les vis sont en or et le pont central est en or. Alors, c'est un musée privé, ouvert au public? Alors, nous l'ouvrons au public sur rendez-vous. Vous pouvez venir visiter le musée Meyerowitz, où vous allez retrouver différentes étapes de la lunetterie en général et de l'histoire de Meyerowitz en particulier. Mais je retrouve les Marcel Achard, là. Oui, sauf que là, c'est la vraie. À côté, la Sacha Guitry. La Sacha, mais ça, c'est la réplique. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ici, des lunettes très étonnantes. Ce sont les premières lunettes Dior dans les années 70-80, des lunettes particulièrement originales en termes de style. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, vraiment, c'est des grands carreaux. Hein. Ah, je vais essayer ça. Je ne suis pas persuadé que ce soit votre style précis, mais on a un caractère assumé. Et alors là, qu'est-ce qu'on a là? Ici, vous avez une photo de Theodore Roosevelt. Il portait aussi des Meyerowitz? Il portait des pince-nez Meyerowitz dans des petits étuis comme ceci. Et c'est pour une grande part grâce à cet étui qu'il a eu la vie sauve en 1912. Comment ça? Puisqu'il allait faire un discours au moment de la campagne présidentielle. Et un fou est arrivé vers lui a tiré en visant la poitrine. Il avait son livre de discours sur la poitrine. La balle a traversé le livre de discours et s'est arrêtée dans l'étui Meyerowitz qui était dans la poche. Il a quand même été légèrement blessé. Il a sorti son mouchoir de sa poche, il l'a glissé entre sa poitrine et sa chemise, il a fermé sa veste, il est monté en tribune et il a lu son discours. Et oui, courageux. Courageux sûrement. C'est du bon matériel, du Meyerowitz. Je pense que c'est Ça du tient le matériel coup. solide et qui résiste parfois à l'épreuve des balles. Avec presque 150 ans d'expérience, ce lunetier est détenteur d'un savoir-faire unique. J'ai du boulot pour vous. C'est à l'atelier du premier étage que Jean-Michel œuvre tous les jours. Aucune monture ne lui résiste. Il manipule ici des matériaux rares, comme la très protégée écaille de tortue, qui ne se renouvelle qu'avec les stocks existants. Plus aucun prélèvement n'est permis. Sur les lunettes, il est intarissable. Et tout le reste, après, c'est le montage, c'est-à-dire qu'il faut savoir chauffer une écaille, c'est-à-dire qu'on le chauffe à la flamme. Mais il semblerait que l'heure du thé approche et Yvan est attendu.
Hello Patrick, how are you? Hi Eva, I'm good actually. Welcome at W.H. Smith Barry. Thank you very much. On va arrêter là l'anglais, même si c'est un peu la langue officielle ici. Ouais, c'est un peu la langue officielle, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Dans cette belle et grande maison qui existe depuis combien de temps maintenant? Alors la librairie, enfin en tout cas c'était une bibliothèque en 1870, ça s'appelle W.H. Smith depuis 1903. On vend énormément d'ouvrages américains également, on vend des ouvrages du monde entier en fait, mais le gros, l'historique et l'ADN de l'entreprise, c'est britannique et c'est clairement très britannique. Et vous avez un rayon incroyable aussi de magazines. On a le plus grand rayon de presse internationale de Paris avec un focus particulier sur la mode, qui est vraiment un de nos points forts. Pendant la Fashion Week, on est ici le lieu de rendez-vous de tous les gens qui comptent dans la mode viennent chez W.H. Smith pour trouver des éditions un peu pointues de magazines de mode. C'est une maison qui a une histoire un peu particulière quand même, qui a traversé une époque un peu sombre. Qui a traversé les deux guerres en particulier, et puis une période assez sombre pendant la Seconde Guerre mondiale où la librairie était réquisitionnée par les Allemands en 1941. Ils sont arrivés, ils ont viré tout le monde, ils ont sorti tous les bouquins, ils ont tout brûlé dans le jardin des Tuileries de l'autre côté. Et ils en ont fait la Frontbuchhandlung, c'est-à-dire la librairie du front, où vous trouviez tous les ouvrages de propagande nazie. C'est-à-dire qu'il y avait des livres allemands ici? C'est-à-dire uniquement, il n'y avait pas des livres allemands, il n'y avait que des livres de propagande nazie. C'était uniquement une librairie de propagande nazie, dans laquelle d'ailleurs le commandant allemand à Paris venait se fournir. On a des photos de gens en bottes avec la croix gammée. Tous nos stocks sont dans des caves voûtées comme ça, qui sont vraiment typiques des vieux immeubles parisiens. Voilà. Et donc ce qui avait été organisé, c'est pour pouvoir fuir en cas d'attaque aérienne, toutes les caves des immeubles concomitants. Et le principe, c'est qu'ils ont fait des trouées entre les différentes parties, avec un mur qui, normalement, il suffit de donner un coup de pied dedans, un peu vigoureux, pour que le mur s'effondre. Donc c'est exactement ce qui a marqué. Donc LS Notausgang, c'est-à-dire LS c'est Luftschutz, c'est protection antiaérienne, Notausgang sortie de secours, bei dringender Gefahr, en cas de danger urgent, durchbrechen, donc casser. Juste un coup de pied comme ça, voilà, ça suffisait. Si vous pouvez ne pas la casser tout de suite, ça m'arrange. Mais normalement, si on tape un peu fort, ça s'effondre et tout le monde peut fuir. C'est une trace de l'histoire qu'il faut garder. On trouve encore quelques inscriptions comme ça dans Paris, dans les caves parisiennes, mais elles sont en français. Des inscriptions en allemand comme ça, c'est assez unique en fait. C'est un endroit super couru ici quand même. C'est le salon de thé de Paris. C'est le salon de thé le plus british de Paris, indéniablement, et ça l'a toujours été, puisque ça l'était déjà avant-guerre. On a eu des gens extrêmement célèbres ici. On a eu Marlène Dietrich qui est venue prendre vraisemblablement la même chose que ce qui arrive sous vos yeux. Ce sont les scones, ça. Un cream tea. Un cream tea. Qu'est-ce que c'est que ça, un cream tea? Le cream tea, c'est cet ensemble-là. Donc c'est le thé, les scones, le beurre, la clotted cream et la confiture. Qu'on prend l'après-midi. Qu'on prend l'après-midi. Pas le matin. Les scones, ça se prend jamais le matin. Ah oui, sacrilège. Vous risquez l'excommunication si vous faites un truc pareil. Voilà. Et tout l'enjeu consiste à savoir dans quel ordre est-ce qu'on met les ingrédients sur le scone. Et là, il y a une polémique en Angleterre qui est une polémique extrêmement vive entre les deux comtés qui prétendent avoir inventé le cream tea, le Devon, Devonshire, et la Cornwall, qui prétendent tous les deux être à l'origine du cream tea. Donc les uns disent qu'il faut mettre d'abord la confiture, puis la crème. Et les gens du Devon qui feraient ça plutôt comme un Français le ferait, en utilisant la crème comme du beurre. On met d'abord la crème, puis on rajoute la confiture par-dessus. Mais il ne faut pas plaisanter avec ça. Il y a donc des débats vifs, nourris. Il y a un site officiel, Cream Tea Society, qui a tranché le débat vraisemblablement une fois pour toutes, on va dire, en disant ce sont les gens de la Cornwall qui ont raison. On doit d'abord mettre la confiture et venir poser la clotted cream par-dessus. Voilà. Cornwall alors. Alors d'abord vous servir le thé. Allez-y. Voilà, je crois que la fusion est parfaite. Alors, comment on fait? Alors, il faut commencer par mettre une noix de beurre sur le scone. Ensuite, avec une autre cuillère, évidemment, pas celle du thé, vous mettez un peu de confiture. Et à la fin, comme touche finale, la fameuse... vous mettez la clotted cream par-dessus. Voilà. Mais merci pour cette leçon de cream tea. Vous êtes le bienvenu. J'invite vraiment les téléspectateurs à venir déguster le cream tea à partir de 16h uniquement. À partir de 16h, sinon c'est totalement improper, comme disent les Anglais. On va terminer notre balade ici.
autour du Jardin des Tuileries, dans ce salon de thé absolument magnifique. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir nous parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook, à me donner vos coups de cœur, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, vos bons plans. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname et God Save the Queen. L'adresse la plus abordable pour le petit salé aux lentilles, c'est sûr, c'est le Petit Café. Pour une balade culturelle et historique, poussez les portes du jeu de paume. Les meilleurs artistes de l'image y sont exposés. Quant à l'heure du thé, n'oubliez pas les règles. Le beurre, la confiture et seulement à la toute fin, la crème.